Histoire le fils de la veuve. Il était une fois une pauvre veuve qui avait un fils unique. Elle a traîné avec le garçon jusqu'à ce qu'il ait été confirmé, puis elle a dit qu'elle ne pouvait plus le nourrir, qu'il devait simplement sortir et gagner son propre pain. Alors le garçon erra dans le monde, et après avoir marché un jour ou deux, un homme étranger le rencontra. « Où est-ce ? » demanda l'homme. « Oh, je pars à travers le monde pour essayer de trouver une place, » dit le garçon. « Veux-tu venir me servir ? » dit l'homme. « Oh oui. Aussi vite que n'importe qui d'autre, » dit le garçon. « Eh bien, vous aurez une bonne place avec moi, » dit l'homme, « car tu n'auras qu'à me tenir compagnie et à ne rien faire d'autre. » Le garçon s'arrêta donc avec lui et vivait de la graisse de la terre, tant en viande qu'en boisson, et n'avait que peu ou rien à faire. Mais il n'a jamais vu âme qui vive dans la maison de cet homme. Alors un jour, l'homme lui dit, « Maintenant, je pars pour 8 jours, et ce temps-là, tu devras le passer tout seul ici. Mais vous ne devez entrer dans aucune de ces 4 pièces ici. Si vous le faites, je vous ôterai la vie à mon retour. » Non, dit le garçon, il serait sûr de ne pas faire ça. Mais après que l'homme fut parti 3 ou 4 jours, le garçon n'en put plus, il entra dans la première pièce, et quand il entra, il regarda autour de lui, mais il ne vit rien d'autre qu'une étagère au-dessus de la porte où se trouvait une étagère. La tige de ronce était posée. Eh bien, en effet, pensa le garçon, c'est une jolie chose de m'interdire de voir ça. Ainsi, au bout de 8 jours, l'homme rentra à la maison et la première chose qu'il dit fut « Bien sûr, vous n'êtes entré dans aucune de ces pièces. »« Non, non. Que je ne l'ai pas fait, » dit le garçon. « Je verrai cela bientôt, » dit l'homme, et il entra aussitôt dans la chambre où se trouvait le garçon. « Non. Mais vous êtes venu ici, » dit-il. « Et maintenant vous allez perdre la vie. » Alors le garçon a supplié et prié si fort qu'il s'en est tiré, mais l'homme lui a donné une bonne raclée. Et quand ce fut fini, ils étaient toujours aussi bons amis. Quelque temps après, l'homme repartit et dit qu'il serait absent 14 jours. Mais avant de partir, il défendit au garçon d'entrer dans aucune des pièces où il n'était pas entré auparavant. Quant à ce dans quoi il avait été, il pourrait y entrer et lui souhaiter la bienvenue. Eh bien, c'était encore la même histoire, sauf que le garçon s'était fait remarquer 8 jours avant d'entrer. Dans cette pièce aussi, il n'a vu qu'une étagère au-dessus de la porte, une grosse pierre et un pichet d'eau dessus. Eh bien, après tout, je n'ai pas grand-chose à craindre de voir ici, pensa le garçon. Mais quand l'homme est revenu, il a demandé s'il avait pénétré dans l'une des pièces. Non. Le garçon n'avait rien fait de tel. Bien bien. Je verrai bientôt cela, dit l'homme. Et quand il vit que le garçon était dedans, il dit. Ah. Maintenant je ne t'épargnerai plus. Maintenant vous devez perdre la vie. Mais le garçon supplia et pria de nouveau pour lui-même, et cette fois aussi il s'en tira avec des coups. Bien qu'il en ait eu autant que sa peau le permettait. Mais quand il fut rétabli, il mena une vie toujours aussi facile, et lui et cet homme étaient tout aussi bons amis. Ainsi, peu de temps après, l'homme devait faire un autre voyage, et maintenant il dit qu'il serait absent 3 semaines, et il interdisa de nouveau au garçon d'entrer dans la 3e chambre, car s'il y entrait, il pourrait bien se décider à l'avance. Une fois pour perdre la vie. Puis, au bout de 14 jours, le garçon n'a pas pu le supporter, mais il s'est glissé dans la pièce, mais il n'a rien vu du tout à l'intérieur.
à part une trappe sur le sol, et quand il le souleva et baissa les yeux, il y avait là un grand chaudron de cuivre qui bouillonnait et bouillonnait là-bas. Mais il n'a vu aucun feu en dessous. Eh bien, je voudrais juste savoir si c'est chaud, pensa le garçon en enfonçant son doigt dans le bouillon, et quand il le retira, voilà. Tout était doré. Alors le garçon l'a gratté et frotté, mais la dorure ne s'en allait pas, alors il a attaché un morceau de chiffon autour. Et quand l'homme revint et lui demanda ce qu'il avait avec son doigt, le garçon répondit qu'il lui avait fait une très mauvaise coupure. Mais l'homme arracha le chiffon, et bientôt il comprit ce qui n'allait pas avec le doigt. Il voulut d'abord tuer le garçon sur le champ, mais quand il pleura et supplia, il le roua seulement d'une telle raclée qu'il dut garder le lit 3 jours. Après cela, l'homme a décroché un pot du mur et l'a frotté avec quelques trucs, et ainsi le garçon était toujours aussi sain et frais. Ainsi, au bout d'un moment, l'homme repartit, et cette fois il devait s'absenter 1 mois. Mais avant de partir, il dit au garçon que s'il entrait dans la 4e pièce, il risquait de perdre tout espoir de sauver sa vie. Eh bien, le garçon a résisté pendant 2 ou 3 semaines, mais ensuite il n'a plus pu tenir. Il devait et voulait entrer dans cette pièce, et c'est ainsi qu'il a volé. Il y avait là un grand cheval noir, attaché seul dans une stalle, avec une mangeoire de charbon ardent à la tête et une botte de foin à la queue. Alors le garçon trouva tout cela faux, alors il les changea et mit le foin sur sa tête. Alors le cheval dit, « Puisque tu as assez bon cœur pour me donner de la nourriture, je te libérerai, et je le ferai. Car si le troll revient et vous trouve ici, il vous tuera sur le coup. Mais maintenant, tu dois monter dans la chambre qui se trouve juste au-dessus, et prendre une cotte de mailles parmi celles qui y sont suspendues. Et attention, quoi que vous fassiez, ne prenez aucun des plus brillants, mais le plus rouillé de tout ce que vous voyez, c'est celui-là qu'il faut prendre. Et tu devras choisir toi-même de la même manière l'épée et la selle. » Alors le garçon a fait tout cela, mais c'était une lourde charge pour lui de les descendre tous en même temps. À son retour, le cheval lui dit d'enlever ses vêtements, de monter dans le chaudron qui bouillait dans l'autre pièce et de s'y baigner. Si je le fais, pensa l'enfant, j'aurai l'air d'une affreuse frayeur. Mais il fit néanmoins ce qu'on lui disait. Ainsi, après avoir pris son bain, il devint si beau et élégant, aussi rouge et blanc que le lait et le sang, et beaucoup plus fort qu'avant. Ressentez-vous un changement? Demanda le cheval. Oui, dit le garçon. Essayez de me soulever. Alors, dit le cheval. Oh oui, il pouvait le faire, et quant à l'épée, il la brandissait comme une plume. Maintenant scellez-moi, dit le cheval, et mettez la cotte de mailles, et puis prenez le bâton de roncier, et la pierre, et la cruche d'eau, et le pot de pommade, et alors nous partons aussi vite que possible. Alors, quand le garçon fut monté à cheval, ils partirent à une telle vitesse qu'ils ne pouvaient pas du tout dire comment ils allaient. Mais après avoir chevauché un moment, le cheval dit, « Je crois que j'entends du bruit. Regardez autour. Peux-tu voir quelque chose? Oui. Il y en a toujours un très grand nombre qui nous poursuivent, au moins une vingtaine, dit le garçon. Oui. Oui. C'est le troll qui arrive, dit le cheval. Maintenant, il nous poursuit avec sa meute. Ils roulèrent donc un moment, jusqu'à ce que ceux qui les suivaient soient tout près d'eux. Maintenant, jetez votre tige de ronces derrière vous, par-dessus votre épaule, dit le cheval. Mais attention, jetez-le loin de mon dos.
Le garçon fit donc cela, et tout à coup, une forêt de ronces denses et épaisses poussa derrière eux. Le garçon a donc roulé très, très longtemps, tandis que le troll et son équipage devaient rentrer chez eux pour chercher quelque chose pour se frayer un chemin à travers la forêt. Mais enfin le cheval dit encore, « Regardez derrière vous. Peux-tu voir quelque chose maintenant? » « Oui. Toujours en grand nombre, dit le garçon. Autant qu'il en faudrait pour remplir une grande église. »« Oui. Oui. C'est le troll et son équipage, dit le cheval. Maintenant, il a plu pour le soutenir. Mais maintenant, jetez la pierre, et n'oubliez pas de la jeter loin derrière moi. » Et dès que le garçon eut fait ce que le cheval avait dit, une grande colline noire de rochers s'est levée derrière lui. Le troll a donc dû rentrer chez lui pour aller chercher quelque chose pour se frayer un chemin à travers le rocher. Et pendant que le troll faisait cela, le garçon chevauchait un peu plus loin. Mais le cheval le suppliait toujours de regarder derrière lui, et alors il vit derrière lui une troupe comme une armée entière, et elle brillait dans les rayons du soleil. Oui. Oui. Dit le cheval. C'est le troll. Et maintenant il a toute sa bande avec lui. Alors jette le pichet d'eau derrière toi. Mais fais attention à ne pas en renverser sur moi. Alors le garçon a fait ça. Mais malgré toutes les peines qu'il prit, il en versa encore une goutte sur le flanc du cheval. C'est ainsi devenu un grand lac profond. Et à cause de cette seule goutte, le cheval s'est retrouvé loin dedans, mais il a quand même nagé en toute sécurité jusqu'à terre. Mais quand les trolls arrivèrent au lac, ils se couchèrent pour le boire sec. Et ainsi ils ont débordé et déversé jusqu'à ce qu'ils éclatent. Maintenant, nous en sommes débarrassés, dit le cheval. Alors, après avoir marché très, très longtemps, ils arrivèrent à un espace vert dans un bois. Maintenant, enlève tous tes bras, dit le cheval, et mets seulement tes vêtements en lambeaux, et enlève-moi la selle, et lâche-moi, et suspends tous mes vêtements et tes bras à l'intérieur de ce grand creux en chaux. Arbre là-bas. Alors fabrique-toi une perruque en mousse de sapin, et monte au palais du roi, qui est tout près d'ici, et demande une place. Chaque fois que tu auras besoin de moi, viens ici et secoue la bride, et je viendrai à toi. Oui. Le garçon faisait tout ce que son cheval lui disait, et dès qu'il mettait la perruque de mousse, il devenait si laid, si pâle et si misérable à regarder, que personne ne l'aurait plus connu. Alors il monta au palais du roi, et demanda d'abord la permission d'être dans la cuisine et d'apporter du bois et de l'eau pour le cuisinier, mais alors la servante de cuisine lui demanda, « Pourquoi portes-tu cette vilaine perruque? C'est fini, je n'aurai pas une telle frayeur ici. Non, je ne peux pas faire ça, dit le garçon, car je ne suis pas tout à fait bien dans ma tête. Pensez-vous que je vous ferai venir ici à propos de la nourriture, s'écria le cuisinier. Va-t'en chez le cocher. Tu es le mieux placé pour aller nettoyer l'écurie. Mais lorsque le cocher le supplia d'enlever sa perruque, il reçut la même réponse, et il ne voulut pas non plus l'accepter. Vous feriez mieux d'aller chez le jardinier, dit-il. Tu es le mieux placé pour aller creuser dans le jardin. Il fut donc autorisé à vivre avec le jardinier, mais aucun des autres domestiques ne voulut coucher avec lui et il dut donc dormir seul sous les marches du pavillon d'été. Elle reposait sur des poutres et possédait un haut escalier. En dessous, il prit de la tourbe pour son lit et s'y coucha du mieux qu'il put. Ainsi, alors qu'il était resté quelque temps au palais, il arriva un matin, juste au lever du soleil, que le garçon avait ôté sa perruque, s'était levé et s'était lavé, et alors il était si beau que c'était une joie de regarder-le.
La princesse aperçut donc de sa fenêtre le charmant garçon du jardinier, et crut qu'elle n'en avait jamais vu d'aussi beau. Puis elle demanda au jardinier pourquoi il se trouvait là sous les marches. Oh, dit le jardinier, aucun de ses compagnons de service ne couchera avec lui. Voilà pourquoi. Laissez-le monter ce soir et se coucher à la porte de ma chambre, et alors ils ne refuseront plus de coucher avec lui, dit la princesse. Alors le jardinier a dit ça au garçon. Pensez-vous que je ferais une telle chose? Dit le garçon. Pourquoi diraient-ils ensuite qu'il y avait quelque chose entre moi et la princesse? Oui, dit le jardinier, tu as raison de craindre cela, toi qui es si beau. Eh bien, dit le garçon, puisque c'est sa volonté, je suppose que je dois y aller. Ainsi, quand il devait monter les marches le soir, il piétinait tellement en chemin, qu'ils durent le prier de marcher doucement, de peur que le roi ne s'en aperçoive. Il entra donc dans la chambre de la princesse, se coucha et se mit aussitôt à ronfler. Alors la princesse dit à sa servante, « Va doucement, et ôte-lui simplement sa perruque, » et elle s'approcha de lui. Mais au moment où elle allait l'enlever, il l'attrapa à deux mains et lui dit qu'elle ne devrait jamais la voir. Après cela, il se recoucha et commença à ronfler. Alors la princesse fit un clin d'œil à sa servante, et cette fois elle ôta la perruque. Et là gisait le garçon si beau, blanc et rouge, tel que la princesse l'avait vu au soleil du matin. Après cela, le garçon dormait toutes les nuits dans la chambre de la princesse. Mais le roi ne tarda pas à apprendre que le garçon du jardinier dormait chaque nuit dans la chambre de la princesse. Et il était tellement en colère qu'il a failli lui ôter la vie. Mais il ne l'a pas fait, mais il l'a jeté dans la tour de la prison. Et quant à sa fille, il l'enferma dans sa propre chambre, d'où elle n'avait jamais la permission de bouger de jour comme de nuit. Tout ce qu'elle mendiait et tout ce qu'elle priait, pour le garçon et pour elle, ne servait à rien. Le roi n'en était que plus courroucé que jamais. Quelque temps après, une guerre et un tumulte éclatèrent dans le pays, et le roi dut prendre les armes contre un autre roi qui voulait lui prendre le royaume. Alors, quand le garçon entendit cela, il supplia le geôlier d'aller trouver le roi et de demander une cotte de mailles et une épée, et la permission d'aller à la guerre. Tout le monde riait quand le geôlier racontait sa mission, et priait le roi de lui laisser un vieux costume usé, afin qu'ils aient le plaisir de voir un si misérable au combat. Il reçut donc cela, ainsi qu'un vieux hâc en panne, qui marchait sur trois pattes et entraînait le quatrième après lui. Alors ils sortirent à la rencontre de l'ennemi, mais il n'était pas loin du palais que le garçon se retrouva coincé dans une tourbière avec son hâc. Là, il s'est assis, a enfoncé ses éperons et a crié « Allez, debout !» à son hâc. Et tous les autres s'amusaient, riaient et se moquaient du garçon en passant devant lui. Mais ils étaient à peine partis, qu'il courut vers le tilleul, enfila sa cotte de mailles et secoua la bride, et voilà que le cheval arriva en un clin d'œil et dit « Faites maintenant de votre mieux, et je ferai le mien. » Mais quand le garçon arriva, la bataille avait commencé, et le roi était dans une triste situation, mais à peine le garçon se fut-il précipité dans le vif du sujet, que l'ennemi fut repoussé et mis en fuite. Le roi et ses hommes se demandèrent sans cesse qui pouvait être celui qui était venu les aider, mais aucun d'eux ne s'approcha de lui au point de pouvoir lui parler, et dès que le combat fut terminé, il disparut. Quand ils revinrent, le garçon était toujours assis dans la tourbière et enfonçait ses éperons dans son hâc à trois pattes, et ils rirent tous de nouveau. Non.
Regardez seulement, dirent-ils. Là, le fou reste assis. Le lendemain, quand ils allèrent au combat, ils virent le garçon assis là, alors ils rirent encore et se moquèrent de lui. Mais aussitôt qu'ils furent passés, le garçon courut de nouveau au tilleul, et tout se passa comme au premier jour. Tout le monde se demandait quel étrange champion pouvait bien être celui qui les avait aidés, mais personne ne s'approchait assez de lui pour lui dire un mot, et personne n'a deviné que ce pouvait être le garçon. C'est facile à comprendre. Alors, quand ils rentrèrent chez eux le soir et virent le garçon toujours assis là sur son hack, ils éclatèrent de nouveau de rire, et l'un d'eux lui tira une flèche et le toucha à la jambe. Alors il se mit à crier et à se lamenter, c'était à briser le cœur. Alors le roi lui jeta son mouchoir de poche pour panser sa blessure. Quand ils sortirent au combat le troisième jour, le garçon était toujours assis là. Dit-il à son hack. Non, non, dirent les hommes du roi. S'il ne reste pas là jusqu'à ce qu'il meure de faim. Et puis ils continuèrent leur route et se moquèrent de lui jusqu'à ce qu'ils soient prêts à tomber de leurs chevaux. Quand ils furent partis, il courut de nouveau vers la chaux et arriva au combat juste à temps. Ce jour-là, il tua le roi ennemi, et la guerre fut aussitôt terminée. La bataille terminée, le roi aperçut son mouchoir que l'étrange guerrier avait noué autour de sa jambe, et il ne fut donc pas difficile de le retrouver. Ils l'emmenèrent donc ensemble au palais avec une grande joie, et la princesse, qu'il voyait de sa fenêtre, était si heureuse que personne ne pouvait le croire. Voici mon véritable amour, dit-elle. Puis il prit le pot de pommade et se frotta la jambe, puis il frotta tous les blessés, et ainsi tout se rétablit en un instant. Il épousa donc la princesse. Mais quand il descendit dans l'écurie où se trouvait son cheval le jour du mariage, il était là, si ennuyeux et si lourd, qu'il baissait les oreilles et ne voulait pas manger son maïs. Alors, quand le jeune roi, car il était maintenant roi et avait la moitié du royaume, lui parla et lui demanda ce qui l'affligeait, le cheval répondit. Maintenant, je t'ai aidé, et maintenant je ne vivrai plus. Plus long. Alors prends juste l'épée et coupe-moi la tête. Non. Je ne ferai rien de pareil, dit le jeune roi. Mais tu auras tout ce que tu voudras et tu te reposeras toute ta vie. Eh bien, dit le cheval, si vous ne faites pas ce que je vous dis, voyez si je ne vous ôte pas la vie d'une manière ou d'une autre. Le roi devait donc faire ce qu'il demandait. Mais lorsqu'il balança l'épée et voulut se couper la tête, il fut si désolé qu'il détourna la tête, car il ne voulait pas voir le coup tomber. Mais dès qu'il avait coupé la tête, le plus beau prince se tenait là où se tenait le cheval. Pourquoi? D'où viens-tu dans le monde? Demanda le roi. C'était moi qui étais un cheval, dit le prince. Car j'étais le roi de ce pays dont vous avez tué hier le roi. C'est lui qui m'a jeté la forme de ce troll et m'a vendu au troll. Mais maintenant qu'il est tué, je retrouve le mien, et vous et moi serons des rois voisins, mais nous ne nous ferons jamais la guerre. Et eux non plus ne l'ont pas fait. Car ils furent amis aussi longtemps qu'ils vécurent, et chacun se rendit de très nombreuses visites. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.